Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 32e épisode du podcast Culture Nutrition. Notre programme aujourd'hui, c'est de secouer mémé. Alors non, on ne va pas violenter des ancêtres, mais parler de cette marque de boissons fonctionnelles, mais aussi de gummies, qui s'appelle Mémé. Et derrière Mémé, il y a la Caroline Liot, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Caroline. Bonjour Grégory. Alors, secouer mémé, c'est votre slogan, et je dois préciser que ça s'écrit mé-mé. Donc ma première question, Caroline, que tout le monde se pose, d'où ça vient ce nom ? Mémé, c'est parce que en fait, ça a des origines japonaises. Mé, M-E, en japonais, ça veut dire bourgeon et jeune pousse. Or, le thé vert que nous utilisons, c'est du thé vert matcha, qui sont des jeunes pousses et des bourgeons de thé vert japonais. Et comme pour une jeune entreprise, il faut quand même sortir un petit peu du lot, marquer, être reconnu, avoir un capital confiance. Moi, j'ai pris le pari d'appeler ça mémé, qui veut dire jeune pousse et bourgeon en japonais. Et en plus, ça a du sens puisque nous utilisons des sèves d'arbres et les sèves d'arbres font éclore les bourgeons. Ah, c'est une très jolie histoire. Et pour continuer sur le ton humoristique, vous avez décliné ce slogan secouer mémé. En fait, c'est notre hashtag. Hashtag Ok. secouez votre mémé. Et on le dit beaucoup sur des salons professionnels, que ce soit pour du B2B ou du B2C, et tout de suite, ça attire. Et puis, ça marque aussi notre engagement et notre côté très positif et très avec beaucoup d'humour. C'est-à-dire que nous, on aime les bonnes choses, mais ne nous prenons pas trop au sérieux. Ah, c'est très très bien. Et donc la marque Mémé a été créée en 2018 et l'une de ses particularités, c'est la composition des boissons, puisqu'on va y retrouver de la sève d'érable ou de la sève de bouleau. Alors c'est des ingrédients qui sont plutôt originaux. Qu'est-ce qui t'a motivé dans le choix de ces ingrédients et comment tu t'approvisionnes ? En fait, moi, je suis issue du milieu du skateboard et du snowboard. Faut pas oublier que je suis basée à Annecy. Et en fait, j'ai commencé à faire mes propres boissons depuis, si je vous donne l'année, ça va pas me rajeunir, mais en tout cas, depuis largement avant les années 2000, on va dire. Et je ne trouvais pas, dans le cadre de mes activités, de boissons saines, sans sucre, qui vont m'apporter les vitamines et les minéraux dont j'avais besoin. Et donc là, j'ai commencé, moi, vraiment à travailler sur les recherches de produits naturels et leurs bienfaits. Et ensuite, moi, j'ai eu une première vie professionnelle dans l'événementiel et dans le snowboard. Et puis, lorsque j'ai fait un voyage autour du monde, j'ai découvert les sèves d'arbres, les bienfaits. J'ai découvert le matcha, donc en Finlande, au Québec, au Japon. Et puis, quand je suis rentrée de ces plusieurs mois de voyage, j'ai tout naturellement élaboré des recettes avec ces produits. Et puis, j'ai beaucoup travaillé sur les études scientifiques par rapport aux allégations santé. Je me suis rapprochée de la DDPP pour vraiment valider ces allégations. Et là, il s'est avéré qu'il y avait vraiment une association de produits sains qui amenait une fonctionnalité que je recherchais et différentes fonctionnalités des sèves en fonction de la journée. Et donc ça veut dire que dans ta gamme, tu as plusieurs références avec évidemment des goûts, des parfums différents, mais aussi des promesses différentes. Exactement, exactement. Moi, j'avais envie de boire une mémé en fonction de la journée. C'est-à-dire que je vais pas boire la même le matin. En fonction du matin, je vais avoir envie de soit d'un côté détox, soit un côté vitaminé. Et ce qui est intéressant aussi sur la sève, c'est que c'est riche en vitamines. Elles ont des vitamines différentes, mais c'est surtout que c'est pas du tout acide, on n'a pas de sucre dans nos produits, que c'est 100% naturel et que c'est surtout riche en vitamines. On n'est pas focus que sur une vitamine, mais on a cette pluralité d'apports en vitamines, en enzymes, en minéraux qui va être intéressant. Donc le matin, la journée pour se donner un coup de boost, la chlorophylle pour se donner vraiment un côté très rafraîchissant. Euh, donc voilà, ça dépend aussi de l'envie qu'on a. Et les différentes, c'est vraiment écrit sur les packaging, immunité, détox. Enfin, c'est quoi les différentes références que tu as ? Nous avons la mémé énergisante qui est avec la sève d'érable citron, matcha sève d'érable citron, sachant que l'érable est riche de 46 vitamines et minéraux. Pour comprendre, il faut à peu près 3 litres de sève d'érable pour faire 1 litre de sirop d'érable. Voilà. Donc c'est très peu sucré, elle n'a pas du tout de sucre, enfin c'est très léger en sucre,
Et en plus, c'est que du fructose, donc on est sur un sucre lent. C'est une boisson qui va faire que 16 calories, hein, donc faut relativiser par rapport au sucre, mais ça, ce sera un autre sujet pour après. Nous allons avoir la vitalisante. La vitalisante, elle est très bien pour le matin avec la pêche. On est sur la sève de bouleau. La sève de bouleau est très riche en potassium et a un côté très détox, très drainant. Donc voilà, et puis après nous avons la sève d'acacia. Donc la sève d'acacia a été reconnue par, la Commission européenne comme un prébiotique naturel parce que c'est très riche en fibres, donc ça facilite la digestion. Oui, parce que c'est de cette même sève d'acacia qu'on extrait la fameuse gomme d'acacia, Exactement, qui est une fibre. exactement. Et alors justement, ces sèves de bouleau, d'acacia, et d'érable, elles viennent d'où? Alors moi, j'ai pris le parti déjà pour travailler avec des producteurs qui ont quelque part le savoir-faire ancestral. Ça veut dire que je suis allée à la rencontre de différentes familles et je travaille en commerce équitable avec tous. Donc, c'est des familles qui vivent de cette production depuis des générations et des générations. J'ai même un magazine qui a fait un reportage sur nous, qui est allé voir mon producteur de sève d'érable. Et c'est un petit papy qui explique, donc il doit avoir, enfin, il faudrait pas que je donne un âge parce qu'en disant papy, mais venant d'une mémé, ça passe, euh, qui doit avoir 70 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, il explique que lui, à l'âge de 4 ans, il voulait arrêter l'école pour justement aller prélever la sève et qu'aujourd'hui, il en a fait son métier, mais qu'il a l'impression que son métier, il le fait depuis ses 4 ans. Donc c'est génial des rencontres comme ça. Et puis moi, j'avais un engagement, alors certes, d'approvisionnement de matières premières en commerce équitable, en rencontrant les familles, mais aussi avec un vrai savoir-faire. C'est-à-dire qu'à un moment, nous devons respecter à la fois les saisons, mais aussi les terres et les climats. Et ça veut dire qu'on ne peut pas faire non plus n'importe quoi en France. J'aurais aimé trouver en France, mais c'est pas possible parce que le climat n'est pas adapté. On m'a beaucoup posé la question sur la sève de bouleau, mais la sève de bouleau n'a pas la même richesse en France que dans des pays comme la Finlande, puisque le climat est adapté. Et j'avais aussi besoin de quantité, puisque je ne peux pas mélanger différentes productions de sève, parce qu'au niveau de l'organoleptique, ce serait trop compliqué pour la traçabilité. D'accord, donc ça veut dire que tes sèves, tu les sources, dans d'autres pays? Oui, Je sais pas le Finlande l pour le bouleau, oui, Québec pour l'érable. Et puis après, on a donc si on part aussi sur le mou de raisin, puisque ce qui est important dans nos boissons, c'est que nous n'avons pas de sucre raffiné. Nous utilisons uniquement du mou de raisin, qui est vraiment le raisin en entier qui est pressé et on récupère, donc qui est pressé avec la peau, la pulpe, les pépins, et on récupère le fructose qui apporte un sucre lent, très riche en antioxydants, en enzymes. Et lui, on s'approvisionne en Ardèche, en France. d'accord. Et pour terminer sur cette, dimension sourcing, le matcha, lui, pour le coup, j'imagine qu'il vient du Japon? Évidemment, Mmh, alors c'est le seul qui ne peut pas être en commerce équitable puisque le Japon n'a pas accès au commerce équitable, bien évidemment. mmh. Et toute cette dimension, coopérative, commerce équitable, tu le valorises dans ta communication? Tu mets en avant les producteurs? Comment ça se passe? Alors un petit peu, mais pas assez à mon goût, Oui, et là parce que on c'est va hyper intéressant. oui, bah, oui, oui, mais il y a tellement de choses à dire sur Mémé qu'il a fallu prioriser un peu sur les infos. On en a beaucoup parlé au début et puis c'est vrai que là, on a un petit peu moins communiqué dessus, mais je pense qu'en 2025 on va repartir sur, voilà, sur un peu plus de communication, sur les produits. Il a fallu déjà amener une sorte de pédagogie sur nos matières premières. Ça veut dire que, qu'est-ce que la sève de bouleau? Quel est l'apport de sève de bouleau? On est parti plutôt pour communiquer sur de l'information pour, quelque part, le consommateur final. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et puis après, ça raconte s'il va sur notre site, là, il va avoir un peu plus d'informations. Mais il a fallu quelque part hiérarchiser les messages pour finalement accéder tout de suite dans la tête du consommateur sur ses propres besoins. Mmh. Et tu disais que tu avais été inspiré par tes origines dans le monde du sport pour formuler tes produits. Quels sont les ingrédients qui peuvent s'adresser aux sportifs et qui peuvent les aider, dans leur pratique quotidienne ou dans leur recherche de performance? En fait, c'est assez simple. Initialement, moi, j'ai lancé les produits vraiment pour les sportives féminines qui ne sont pas du tout dans la, on va dire, dans la performance, mais plutôt dans la façon de vivre.
Et en fait, au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que 60 de mes consommateurs le consommaient au quotidien et pas forcément pendant le sport. Mon idée était d'avoir une boisson avant, pendant et après. Donc par exemple, la mémé rafraîchissante est très riche en chlorophylle. La chlorophylle active les glandes salivaires. Donc ça va vous empêcher d'avoir la sensation d'avoir une gorge sèche quand vous vous mettez à courir. Donc ça, c'est celle d'avant. Pendant, évidemment, l'énergisante, puisque l'énergisante a 46 vitamines et minéraux avec la sève d'érable. Donc on va reminéraliser, se donner un coup de boost. Et puis, pour après le sport, on avait soit l'hydratante, soit la vitalisante, avec la sève de bouleau, riche en potassium, qui va drainer, détoxifier, enlever l'acide lactique, nettoyer les déchets et optimiser la perte de poids si on a besoin. Et aujourd'hui, dans tes des consommateurs, tu as des communautés de sportifs? Enfin, tu le vois, il y a des connexions particulières avec ce monde-là? Ah mais je pense que je reçois des mails de sportifs tous les jours. OK, Ils me disent tous la même chose. La première chose, c'est qu'en fait, ils n'ont là, je vais rentrer un peu plus spécifique sur le sport, mais ils n'ont pas de soucis gastriques. Le problème souvent de la consommation de produits, liés au sport fait qu'on va avoir très, très mal au ventre. oui. Parce que Or trop de sucre, qui fermente dans le tube digestif et cetera? oui, et des conservateurs ou des additifs ou autres produits de stabilisation du pro enfin de l'alimentaire. Or nous, on n'utilise pas du tout ça. Donc, ils n'ont aucun souci, gastrique et ça, c'est très, très important pour eux. Souvent, j'en ai qui me racontent quand il reste un petit peu de donc souvent, ils vont prendre la boisson puis ils les mettent dans une gourde et quand il reste un tout petit peu de mémé dans la gourde, ils vont rajouter de l'eau, mais ils vont toujours en garder un petit peu pour avoir ce bon goût. Mmh. Et est-ce que ça t'a donné l'idée, alors j'imagine que ça demande des budgets et cetera, mais en termes de stratégie de communication, de faire du sponsoring de sportifs, de l'association d'images ou d'avoir pour égérie, certains sportifs, notamment dans ton écosystème, montagnard, des Alpes? J'imagine qu'il y a des skieurs, il y a des trailers, il y a des gens qui pourraient être, égérie de ta marque? Oui, on en a déjà. Alors nous, on donne beaucoup, on finance pas, on n'a pas les moyens quelque part encore de clairement, tout simplement donner de l'argent financièrement. Par contre, on donne beaucoup de boissons. On est très présents. J'ai beaucoup de surfeurs aussi, surfeurs, de l'océan. À Housegor, à Biarritz, tu vois, on a fait un gros partenariat avec une école de surf, Power Surf avec, un ancien champion du monde aussi qui a monté son école. Donc évidemment, on a Christophe Dumaret sur l'alpinisme, on a beaucoup, beaucoup de sportifs. Mais évidemment qu'on leur donne quelque part des boissons et c'est un don matériel plus que financier. D'accord, et ils parlent de la boisson dans leurs réseaux sociaux? Enfin, il y a tu as une forme de retombée comme ça, Exactement. Après, moi je ne veux pas cibler que le sportif parce que vraiment c'est une petite partie et puis on n'est pas sur de la performance. Nous, on est vraiment sur une boisson lifestyle? bien-être, voilà, lifestyle. Donc faut juste avoir le juste milieu, de pas être connoté trop sportif. C'est vraiment, voilà, une façon de vivre et on s'adresse à des gens dont l'équilibre alimentaire ou en tout cas des gens qui ont compris que leur alimentation était leur source d'énergie. Mmh. Alors dans la gamme, on parle beaucoup des boissons, il y a pas que des boissons, il y a Mmh. d'autres, produits? Bon alors ça, c'est totalement personnel. En Ah fait, d'accord, j'avais une grosse addiction au chewing-gum et ça va pas d'accord. du tout. C'est-à-dire que le chewing-gum, 1 pour la digestion, ça fait l'inverse, 2 les compositions laissaient à désirer, donc il fallait trouver une solution et il se trouve que pendant le confinement, j'ai été très créative, et là, j'avais commencé à travailler autour de la sève d'acacia, de la gomme d'acacia et donc de comprendre qu'il y avait vraiment des vertus digestives et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de créer le Légumise, donc les gommes à mâcher, heu et en utilisant cette sève d'acacia, donc pour remplacer le chewing-gum et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé à les lancer alors initialement, pour la petite histoire, je m'étais dit: «Bah, tiens, je vais transformer mes boissons, en gomme». Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les mêmes boissons, elles auront un gummies associé. Donc on a fait les tests, bah, c'était très mauvais, hein, c'était pas bon du tout. D'accord. Ça faisait même un peu plastique, l'horreur et puis après, j'ai travaillé sur les sèves, j'ai dit: «Mais non, en fait, on va travailler sur une autre sève puisqu'elle a ces vertus-là» et preuve en est, c'est que, 2 ans, mais à peine 2 ans après, il y a la Commission européenne qui a validé effectivement cette notion, de sève qui apporte qui facilite la digestion, riche en fibres.
Donc c'est comme ça que j'ai créé les gummies. J'ai voulu tout de suite pour créer les gummies, premièrement les rendre très populaires dans le bon sens du terme, c'est-à-dire comme des chewing-gums. C'est pas des gommes, qui vont vous faire pousser les cheveux, on est bien d'accord. C'est vraiment le plaisir et remplacer quelque part un bonbon qui était pas sain par un bonbon qui est beaucoup plus sain pour la santé. Donc Mmh. typiquement quand je les ai présentés, Monoprix a adoré le concept. J'avais un petit packaging qu'on réutilise, signé par une artiste, une petite boîte en métal, très sympa. Donc tout de suite, on est rentré chez Monoprix et puis il y a eu un gros succès parce que ça répondait vraiment à un besoin au quotidien pour remplacer, amener une fraîcheur en bouche, voilà. J'ai aussi beaucoup de gens sur les gummies qui arrêtent de fumer, donc qui vont manger un gummies parce que nous, une gomme est égale à 4 calories, donc et comme c'est C'est du raisonnable. voilà et puis c'est du sucre lent, donc il y a pas de souci, on va pas manger toute la boîte de gummies d'un seul coup, c'est pas possible. Hem Et puis j'ai aussi beaucoup de gens qui sont en période de régime ou autre, qui les consomment parce que c'est pareil, au lieu de grignoter quelque chose, là, c'est du grignotage plutôt sain. Mmh. Et tes gummies, elles ont un statut de bonbons, de confiserie ou ce sont des compléments alimentaires? Non, on s'est beaucoup posé la question, mais moi, je veux vraiment rester, dans la confiserie. Mmh, d'accord. Parce qu'en Mais alors plus, le complément alimentaire, ça veut dire qu'on irait sur le circuit de la parapharmacie où j'ai beaucoup de demandes, hein, aussi bien sur les boissons que les gummies, mais on peut pas non plus aller sur tous les circuits. Donc moi, je privilégie vraiment la partie, snacking, à la fois qui vous voyez, je parlais de Monoprix, mais aussi on est dans beaucoup de restaurants, de vente à emporter, sur les lieux de transport, donc je veux vraiment rester sur ces circuits-là. On est dans beaucoup d'hôtels aussi. d'accord, on reviendra après sur la Mais partie, c'est un vrai sujet, plus business. entre compléments alimentaires Oui. et confiserie. Oui, d'autant plus qu'en ce moment, enfin depuis 2 ans, le marché des gummies, statut complément alimentaire est en plein boom, et qu'il y a énormément de marques qui se sont lancées en pharmacie, en parapharmacie, sur internet, en GMS. Mais effectivement, ce sont des gummies à promesse. Elles sont pas positionnées sur le côté plaisir. Alors, le plaisir sert l'observance, comme on dit, mais la finalité, ça reste quand même de vendre une promesse. Alors que nous, c'est l'inverse. Nous, on Oui. a déjà quelque chose de sain, de bon, Mmh. qui en plus va vous faire du bien. Voilà, on a les 2. Et alors pour développer, je sens que tu es très investi sur le développement de ces produits, sur le choix des ingrédients et cetera. Comment ça se passe? Tu as toutes ces compétences-là, toi-même, en interne dans l'entreprise? Tu travailles avec des sous-traitants, des laboratoires de formulation? En fait, moi, j'ai déjà tout alors c'est pas du tout mon univers, parce que moi, je suis issue de l'événementiel et du marketing. Mais par contre, ça fait 30 ans, hein, que j'étudie tous ces éléments, que j'ai beaucoup voyagé, que je m'intéresse à tous ces produits. L'autre jour, j'ai rencontré une nutritionniste qui me posait des questions. Elle me dit: «Mais vous en savez plus que moi alors que c'est mon métier». Je dis: «Mais moi, je me suis toujours passionnée de cet univers, donc j'ai appris beaucoup». Moi, je suis quelqu'un qui a une certaine vision de la consommation. C'est pas, de la prétention, c'est juste que j'ai une nature très intuitive. Donc en fait, je travaille sur ça autour des matières premières. Donc c'est moi qui d'abord établis les recettes, et ensuite je travaille avec un laboratoire qui eux, je leur fournis les matières premières et qui vont les travailler de façon à obtenir le goût et puis les allégations parce qu'évidemment que les allégations répondent à une quantité minimum. D'accord. Et là, tu parlais de ta curiosité sur l'univers de la nutrition, des ingrédients et cetera. Comment tu nourris cette curiosité? Par quelle source tu te formes? Alors déjà, je voyage beaucoup et je ramène toujours beaucoup, beaucoup de produits. D'accord. Par exemple, tes derniers voyages d'exploration t'ont emmené dans quel pays? Dans quel, Mais tu vois? Non, mais ce qui est intéressant, c'est que, c'est pour ça qu'il faut voir moi, j'ai ramené, par exemple, en 1996, j'ai ramené du guarana, Oui. d'accord? Sauf que le guarana, à l'époque, personne ne le connaissait et que pour passer la douane avec mon guarana, il a fallu que je prouve que c'était pas de la drogue. Ah oui, Voilà. parce que c'était une poudre de plantes ou de fruits, oui. Exactement, de graines et du coup, il a vraiment fallu que je présente ça. Donc à partir de ce moment-là, moi, je me suis toujours renseignée, j'ai toujours vu tout de suite le côté légal important, certification, et des produits et puis après, tu vois, c'est pareil pour le maca. Moi, je le connais, le maca, depuis plus de 20 ans. J'en bois depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, ça fait un petit moment que c'est en train de monter, beaucoup plus au niveau de la consommation, régulière.
Mais ça, c'est intéressant. Après, tu vois, le moringa, c'est pareil. En ce moment, c'est en train de monter. Oui, Hem, voilà, c'est l'acérola, pareil, j'en consomme depuis, plus de 20 ans. Donc, il y a une différence entre aujourd'hui, ça sort au niveau du grand public et après de les connaître. Mais le problème, c'est que tu peux connaître un produit, mais il faut aussi qu'il soit autorisé dans ton pays. Voilà, est-ce donc qu'il y a une autre c'est étape? vraiment, heu, ce qui est intéressant de voir et puis les effets aussi un petit peu de mode, tu vois? On m'a beaucoup posé la question pourquoi j'allais pas sur le CBD, c'est pas du tout mon univers. Mmh, Voilà. Et moi j'aime vraiment ces produits naturels, mais faut garder le cap aussi. C'est facile, hein, de s'éparpiller. bien sûr. Et c'est quoi le dernier ingrédient, que tu as ramené de tes voyages et qui pourrait nous faire imaginer les tendances de dans 10 ou 20 ans? C'est une bonne question sur, tu vois, là, par exemple, il y a l'ashwagandha, j'ai vu que Yogi Tea en avait sorti un thé qui peut être très intéressant sur le côté un peu déstressant. Oui, J'aimerais bien travailler sur une nouvelle matière première, plutôt sur une boisson du soir, voilà. Après, je pense qu'avec les sèves que nous avons, il y a beaucoup de choses à faire et je ne te cache pas que je suis en train de travailler sur une sève, mais qui pourrait venir de France. ah, Et qui n'est pas sucré, mais salé. d'accord, donc Je un n'en un dirai pas arbre un arbre marin peut-être? Enfin, qui pousse pas loin de la mer? non, pas marin. Non? Non. D'accord. Mmh, Alors ça, voilà. c'est très intéressant. Mmh. Donc avec pour idée de faire un je suis très curieux, on va brainstormer 2 secondes. Pour idée de faire une boisson salée type, apéritive ou juste p une boisson qui pour le coup serait encore moins sucrée que les autres? Et beh, j'aimerais bien tester le salé, mais voir si ça passe au niveau de la consommation, Oui, parce que c'est pas salé, salé. Tu vois, par exemple, un bouillon, moi j'adore ça. Heu, Ça me dérange pas typiquement pour un apéritif de boire quelque chose, tu vois, vraiment maison et tout. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Après, alors pareil, moi je pars évidemment de mes propres ressentis, hein. Moi, je ne suis pas du tout sucre. Je mange pas de dessert, je et c'est pas, c'est plus que ça a toujours été comme ça. Et j'ai et on il y a ce qu'on appelle les bouches salées ou les bouches sucrées et je trouve que ça peut être intéressant d'amener quelque chose sur du salé, mais pas on ne va pas être sur une soupe miso très salée, mais peut-être quelque chose, voilà, avec une connotation, à la fois hydratante, avec des vrais apports, reconnus. Et avoir quelque chose de plus en allant plus sur le neutre ou le salé que le sucré. Je trouve que ça peut être vraiment intéressant. bah, super intéressant ton concept. J'ai hâte de le voir, sur le marché parce que le fait de rester sur la sève, c'est hyper cohérent. De le faire sur, un arbre français, où dont on sait qu'on a beaucoup de forêts en France, c'est hyper intéressant et en plus, si on peut, aller sur ce côté salé et moins sucré, ça peut être très innovant en effet. Mmh mh. Donc on verra. Là, je c'est le début parce qu'il a fallu trouver les producteurs. Quand je suis arrivée les voir, ils m'ont dit: «Mais ça va pas bien». Mais par contre, oui, c'est possible. Je dis: «Bah, on va essayer, on va» voilà, donc on travaille dessus. Heu, on verra si ça aboutit ou pas. J'espère parce que ça peut vraiment être sympa. Et puis, j'ai aussi d'autres idées sur, toujours sur les sèves que nous utilisons, mais sur d'autres typologies de produits. D'accord, pour utiliser différemment, la même matière première. Exactement. Mmh. Parce que sur ce côté safe, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une dimension qui est plus durable, puisque l'arbre, on prélève sa sève, mais on le coupe pas et il continue de produire pendant plusieurs années, j'imagine? En fait, ce qui est même très intéressant, et c'est ce que j'ai appris en allant sur place, c'est qu'en Finlande, ils ont commencé à prélever la sève, non pas pour eux, mais pour protéger leur forêt. Parce que ça boostait le système immunitaire des arbres, du coup, ça protégeait leur propre forêt. Et puis après, ils se sont rendus compte que comme c'était riche en vitamines, eux, ils le consomment beaucoup en cure. Parce qu'ils consomment tout de suite la sève fraîche pour une cure dépurative. Que ce soit, surtout le bouleau, mais aussi, l'érable quelque part. Mmh. C'est ce qu'on fait en France aussi, il y a un marché de sève du bouleau qui se vend, en début d'année, par exemple, pour faire une cure détox. Exactement, c'est exactement ça. Donc eux mais c'est après. Donc en fait, l'intérêt, c'est que la sève permet aussi le renouvellement des forêts, de protéger les forêts. Ils font juste une petite incision, mais ça fait pas du tout mal à l'arbre et pourquoi moi je travaille en commerce équitable, c'est que je connais la régulation de la récolte de la sève. C'est-à-dire qu'un arbre,
avec les fournisseurs avec qui je travaille, ils vont récolter entre 3 et 10 litres par jour pendant 3 semaines, pas plus. Voilà et ça, c'est important. Plus, ça veut dire que tu vas assécher ton arbre. Oui. Faut juste lui donner un petit coup de boost en prélevant ce qu'il faut et eux, moi, je sais qu'ils travaillent dans la régulation et ça, c'est important. Donc oui, ça préserve les forêts. C'est quelque part une matière première, heu, du développement durable, puisque c'est une matière première qui reviendra tous les ans. On protège les forêts et qu'il y a aucune mort, d'arbres, de ou quoi que ce soit, de végétaux. Ouais, c'est complètement renouvelable. Identique pour, le mou de raisin. D'accord, oui, parce que la vigne continue de produire son Mmh. raisin et oui, tout à fait. Ouais, Et que très ça permet intéressant. aussi d'utiliser les raisins qui étaient jetés avant, de Oui, les transformer en fructose et en glucose. oui, parce que le mou de raisin, en fait, c'est à l'origine, c'est un coproduit, enfin les coopératives viticoles, pour elles, c'était un coproduit, c'était dans une démarche d'upcycling de leurs, résidus Exactement, de récolte. Ouais. exactement. Et tu vois, d'avoir cette démarche, là que j'ai eue depuis 8 ans, ça a vraiment positionné ma marque. C'est-à-dire que je sais qu'on est reconnu, parce que tout le monde nous le dit, sur une marque engagée, mais on est engagé pas par, notre marketing ou notre packaging. On est engagé parce qu'on a eu ce travail de fond, et ces valeurs et aujourd'hui, c'est évident parce que les consommateurs qui connaissent Mémé, ils ont vite compris que cet engagement, il était fondé et ça a tout changé. Mmh. Justement, tu évoques le packaging et je pense que votre packaging, il est très, très clairement identifiable puisque les produits sont très marketés avec une identité graphique très forte. J'invite d'ailleurs les auditeurs et les auditrices à aller jeter un œil au packaging qui sont très colorés, très vivants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que c'est un peu atypique. On n'est pas dans les codes traditionnels, de l'alimentaire ou même des boissons. Je crois même que tu collabores avec des artistes pour, cette partie identité visuelle. Alors ça, franchement, dans la marque, ça a tout changé le lancement de nos emballages, notre décor d'emballage, vraiment. Il y a eu un avant et un après. La première chose, c'est pourquoi j'ai choisi la brique. J'ai choisi la brique, qui est en carton. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes zéro plastique puisque notre bouchon est en amidon de canne à sucre. J'ai choisi la brique parce que si je prenais du PET, même recyclé ou du verre, j'étais obligée de rajouter des conservateurs. Voilà. Heu et j'ai testé les boissons avec des conservateurs, voire même de l'acide citrique ou du citron, mais ça n'avait plus du tout le goût naturel. Et ça, Donc c'est lié au fait que les lignes d'embouteillage des bouteilles en PET utilisent pas les mêmes procédés de traitement, pour alors oui, conserver les mais c'est boissons? surtout que ce n'est pas à l'abri de la lumière Ah OK, et comme notre sève, c'est quand même un produit, naturel et 100 naturel et frais, fragile. tu vois? Voilà, il fallait vraiment qu'on soit à l'abri de la lumière. Donc ça, pour la qualité vraiment de la boisson, je les ai testés, hein, j'ai tout testé, mais vraiment, il n'y avait pas photo. Donc déjà, briques en carton, OK. Mais briques en carton, alors évidemment que c'est lié aussi à mon engagement sur les cartons des forêts, et évidemment qu'on participe activement sur la protection des forêts et aussi par l'emballage et un packaging carton et amidon en canne à sucre. Mais, on nous attendait pas sur cet emballage. Donc c'était quelque part un point, heu, un peu différenciant et je me suis dit: «Pour qu'on marque notre territoire, hem, avec nos emballages Tetra Pak, il faut qu'on ait un visuel qui montre tout notre engagement, tout le travail qu'il y a derrière Mémé. Il faut que les gens prennent cette brique en main et une fois qu'ils l'ont en main, qu'ils vont la lire, qu'ils vont retourner et tout, ils vont l'acheter. Voilà. Et puis il fallait se démarquer, hein, sur, les linéaires. On va pas se ma on va pas on est bien d'accord qu'on est sur un marché très concurrentiel. Et donc là, une fois de plus, le confinement, et l'histoire, c'est que j'adorais une artiste qui s'appelle Léona Rose, qui, tag au graphe et qui m'intéresse par sa dimension, très humaine. Il faut savoir qu'elle passe la moitié de son temps, dans des orphelinats, à refaire des orphelinats avec les enfants où elle fait des poscas et des fresques autour de la jungle, de la nature, de la forêt. Voilà, moi évidemment que ça me parle, hein, le street art, voilà et en plus elle est engagée. Donc moi je lui envoyais régulièrement des mails, mais elle était tellement occupée qu'elle ne me répondait pas. Et je me suis dit le deuxième jour du confinement: «On sait jamais, sur un malentendu, elle va peut-être me répondre». Donc je lui envoie un mail et 48 heures, elle me répond en me disant: «Beh, je crois que j'ai 15 jours devant moi, mais avant je veux goûter vos produits». Je lui envoie nos produits
Elle me répond en disant: «Mais j'ai adoré, banco, on travaille ensemble». Et donc là, on a passé finalement 2 mois à s'appeler, à se faire des visios tous les jours et on a redimensionné, on a retravaillé tous nos emballages et on est parti sur un animal qui représente la forêt. Évidemment, pour les boissons, c'est le cerf, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le bois du cerf, on va travailler sur le bois de la sève. Donc par exemple, nos emballages qui ont de la sève de bouleau, les bois du cerf sont en sève de bouleau, avec le bois du bouleau noir et blanc. Heu et donc autour, on va travailler sur un univers très floral, très forêt, heu, avec les ingrédients en petits pictos, avec des couleurs un peu flashy et ça plaît beaucoup. D'accord, et tous les produits sont déclinés sur cette idée de forêt stylisée et d'animal de la forêt? Exactement, puisqu'avec, les gummies, on est sur, le singe avec le mandrieux, D'accord, pour les 3 singes de la sagesse, puisque, plaisir non coupable du gummies d'accord. et le cerf, faut savoir que c'est le symbole, alors certes, de la forêt, mais aussi de la renaissance. Donc on Ah, est encore dans un cercle vertueux avec cet animal. d'accord. Pourquoi c'est le symbole de la Renaissance? Ça a toujours été, Ah ça OK, c'est vraiment la symbolique du cerf. d'accord. Bon, très positif. D'un point de vue, plus business, ça donne quoi en chiffres, mémés? Alors, nombre de salariés, chiffre d'affaires, nombre de points de vente? Enfin, est-ce que tu peux nous donner quelques Aujour indicateurs? Ouais, aujourd'hui, on était autour des 2 000 points de vente. Là, on a bien boosté le nombre de points de vente, cette année, donc je pense qu'on va être autour des 2007-2008. On fait plusieurs millions de chiffre d'affaires, mais je peux pas citer exactement. D'accord. Est-ce que c'est Heu, indécent? non, pas du non, tu sais, je veux pas faire de jaloux. Non, c'est une blague. Hem, non, mais on est à peine à 2 millions. On est entre 1 et 2 millions. De Hem, chiffre d'affaires? oui. Ce OK. qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est en France, Suisse et Belgique et ce à quoi moi j'ai beaucoup travaillé, c'est nos circuits. C'est-à-dire que nous sommes sur mon objectif, c'est d'avoir 50 de mon chiffre d'affaires sur des circuits café, hôtel, restaurant, voilà, et 50 sur de la GMS proxy ou premium. Quand j'appelle premium ou proxy, c'est très simple, on est, chez Monoprix, Monoprix, Franprix, tout ce qui est, voilà, centre-ville, urbain, urbain, voilà. d'accord, Et aujourd'hui, on fait un peu plus de chiffre d'affaires même sur la partie CHR parce qu'on a signé avec le groupe Accor. Voilà. d'accord, pour être Et distribué dans leurs hôtels. exactement, on a beaucoup d'hôtels qui nous prennent en boisson, de bienvenue. Ah très bien, oui, je très chouette. Ouais, des hôtels, qui font aussi le jeu, justement parce que la clé d'entrée a été justement l'emballage en carton, voilà. Et puis après quand ils ont goûté les produits et le retour des consommateurs chez eux, de leurs clients fait que, voilà, on est devenu une boisson d'accueil de beaucoup, beaucoup d'hôtels, alors évidemment, hein, on est sur des Four Seasons, sur des Marriott, sur des Sofitel, voilà, qui nous prennent en boisson d'accueil et sinon on a beaucoup d'hôtels, voilà, qui ont joué le jeu. Qui vous Heu, servent peut-être au bar, tout simplement? oui, 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 exactement. Heu et puis on est une boisson sans équivalence. J'ai pas de concurrent direct moi. Pour moi, les thés froids, classiques vont pas forcément être mes concurrents. On surfe sur du thé parce qu'on reste un thé froid, mais on est tellement différents qu'on a une très grande fidélité de notre clientèle. Monoprix me disait il y a pas très longtemps qu'on avait un taux de réachat de plus de 60. Ouais, Donc ça on fait est très sur bien. une niche, mais une niche fidèle. Mmh, et Donc voilà, une CHR et proxy. mmh, une niche qui pourrait consommer quoi d'autre comme type de produit, un peu comparable? Ce serait les eaux de coco, les eaux aromatisées peut-être? Des choses Oui, très ou alors du légèrement sucrées? on va être aussi sur du kombucha, Ah mais du oui, kombucha, on a une boisson on a un goût assez particulier, donc on va être sur des femmes aussi qui typiquement, on est rentré dans beaucoup de boulangeries et dans les boulangeries, ce qu'ils me disent, c'est que eux, les femmes venaient acheter une salade ou un sandwich ou autre, mais soit elles prenaient une bouteille d'eau ou elles prenaient pas de boisson et là, ça permet aussi d'avoir un produit qui va s'additionner au panier moyen principalement des femmes. Voilà, oui, sur la boulangerie. Les hommes, eux, ils vont la consommer soit dans le secteur, dans l'entreprise. On est dans beaucoup de la restauration, collective en entreprise, heu,
Vraiment, on a beaucoup, beaucoup de restauration, en entreprise. Donc c'est des restaurants d'entreprise, des cantines d'entreprise, si on peut dire? Exactement, ouais. Des Sodexo, des Elior, des gens comme ça dans les Et grosses on est boîtes? chez tous ces gens-là, OK. au national. Et donc eux, les hommes vont consommer plutôt, dans un milieu, voilà, plutôt actif, soit pour le sport, soit quand ils sont au travail. Mmh. Hem, donc voilà et par exemple, les boulangeries, ils étaient contents parce que, voilà, ça change de l'eau, ça amène un produit différent et c'est surtout que les femmes n'achetaient pas de boissons, n'achetaient pas de produits, voilà. Donc par contre, la condition, c'est ce qu'ils m'ont tout de suite dit, c'était de l'inclure dans le menu. Oui, oui Quitte à et rajouter le 50 centimes, mais moi, la première, je préfère rajouter 50 centimes et boire quelque chose qui va me faire du bien, qui va m'apporter un bien-être et de l'énergie, c'est ça, plutôt qu'un soda trop sucré ou que je ne boirais même pas. mmh et le Donc ça circuit, augmente le panier moyen, c'est ça qui est intéressant. Ça ouais, va pas complètement. remplacer une boisson. Mmh. Non, puis ça apporte de la valeur ajoutée, à l'offre du commerçant, c'est sûr. Exactement. Et le circuit qu'on appelle vending, distribution automatique, c'est un circuit dans lequel tu es présente? Oui, de plus en plus. Alors au début, on nous a vite il y a quelques années, on nous disait que nos produits étaient trop chers, donc ils ne me posaient même pas la question. Et en fait, aujourd'hui, c'est totalement l'inverse parce qu'il y a beaucoup de de sociétés de distribution automatique qui répondent à des appels d'offres. Or, dans ces appels d'offres, ils ont l'obligation d'avoir des produits bio, des Ah oui, emballages, voilà, écologiques, des produits un peu moins sucrés. Et alors là, d'un seul coup, on a eu un vent de demandes, pour répondre à ces appels d'offres. Et on a même des grossistes au début qui nous ont dit: «Non, mais on va pas vous positionner sur justement les distributeurs automatiques» et qui sont revenus me voir en me disant: «Mais en fait, si, si, si et on va même faire un salon ensemble». Donc non, c'est un nouveau marché qui s'ouvre, mais on va pas se mentir, qui s'ouvre lié à la demande du consommateur final. Ça veut dire soit les institutions publiques, soit les entreprises. ouais, très bien et le, circuit e-commerce, vous l'avez développé? Alors, e-commerce, on a notre site de vente en ligne, qui marche très bien, qui marche plus que ce que je ne pense. Je vous cache pas que moi, je me suis dit: «Les gens, ils vont pas acheter des boissons, en ligne». Ça me paraissait, voilà. Et ben pas du tout. C'est En fait, ils ont pris cette habitude puisque nous, on a lancé le site en se disant: «Mais on a» au début, il y a 8 ans, bah, où est-ce qu'on peut nous trouver? Puis on n'était pas distribué sur toute la France, donc on avait beaucoup de demandes. Donc c'est pour ça qu'on a lancé notre site, et au final, je pense qu'on a, 3 à 5 commandes par jour. Ouais, ce qui est bien, hein Mmh. et au niveau de ton équipe, vous êtes combien? Tu as une équipe de commerciaux sur le terrain qui démarchent les circuits qu'on évoquait? Comment ça se passe? Ou tu as des distributeurs? Alors, j'ai un peu tout chamboulé en 2023, début 2024. On était une équipe de 12. Mais moi, je me suis rendu compte que ça me prenait j'avais 6 commerciaux avec, un directeur commercial. Mais ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps, de les suivre, de vérifier, de répéter, voilà c'était compliqué et en fait, quand j'ai commencé à signer avec des grossistes nationaux, je me suis vraiment attachée à les former, les commerciaux et les comptes clés, voilà et puis plus ça allait, plus je me suis dit: «Mais en fait, elle est là ma ressource». Donc j'ai un petit peu pivoté dans mon organisation pour 2 raisons. J'avais besoin de gagner en agilité, j'avais besoin de gagner aussi du fait d'avoir une flotte, commerciale sur toute la France, au niveau national. Et donc et comme je voulais vraiment travailler sur la partie CHR, je me suis dit que ma force commerciale, quelque part, qui allait me faire gagner en agilité, en rentabilité, et aussi, sur la dimension nationale, étaient quelque part les commerciaux de l'ensemble de mes grossistes nationaux. Je vais t'en citer 3 qui sont super groupes, Transgourmet, Métro, et évidemment, il faut que je cite les autres qui va être Foresia ou Daily Drinks et Delicorp. D'accord. Hem, donc tu vois, j'ai vraiment travaillé avec eux, qui eux, ont fait quelque part mes commerciaux sur toute la France. Heu, je vais te donner un exemple, on est rentré chez Pokawa. Mmh. Pokawa, c'est que j'ai vraiment travaillé avec une des commerciales d'un de ses grossistes et ensemble, en tripartite, on est allé chercher ce rêve que j'avais de travailler pour, d'être distribué par chez Pokawa. Donc je Qui me est le suis dit leader des chaînes de pokéball, hein, c'est ça? exactement, exactement et en fait, ça a plus de sens de travailler comme ça pour une petite entreprise comme nous. Après, j'ai quand même des commerciaux au local qui vont aller voir tous mes magasins de la GMS en local, mais c'était et puis, on va pas se mentir, moi, du coup,
j'ai aussi retrouvé du plaisir, c'est-à-dire au lieu, de suivre, peut-être de trop faire confiance, donc d'être déçu, enfin, on sait ce que c'est. Ça me permet, moi, de plus m'orienter sur, le développement produit, de retourner aussi sur des salons, de travailler avec ces commerciaux avec mes grossistes, de leur amener aussi des supports marketing à mes grossistes. Donc vraiment, heu, aujourd'hui, je suis très contente de travailler de cette façon-là. Ah super, donc du coup, ça t'a amené à externaliser au final tes forces de vente. J'ai externalisé ma force de vente. Aujourd'hui, on a une bonne équipe marketing, pareil que j'ai À Annecy? externalisée à Annecy. Mmh. Mmh. Hem, Pareil pour avoir, des gens avec, une expertise un petit peu pointue, avec des personnes qui sont dans des univers un peu différents. Bah, justement, là, j'ai quelqu'un qui mon équipe marketing, par exemple, il y a une personne qui vient du milieu du sport et une autre personne qui vient, des sachets de thé, je ne citerai pas la marque, mais qui est une marque que j'aime beaucoup, 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 vraiment. Heu, donc tu vois, c'est un mélange de compétences qui, je pense, ne pourrait être que positif pour la marque et ça permet aussi, en travaillant avec des experts, externalisés, de prendre de la hauteur qu'on n'a pas toujours en entreprise parce qu'on a la tête dans le guidon. Mmh. Et tu parlais de Belgique et de Suisse, il y a d'autres ambitions à l'international aussi? Oui, totalement. Je pense qu'on a beaucoup de demandes et que je l'ai beaucoup travaillé une période et puis là, quand on a beaucoup grossi, j'ai un peu oublié l'export, ce qui est pas bien. Donc là, on est en train de travailler, sur l'Italie très, très prochainement. Ça va avancer à mon avis très vite. Enfin début de l'année, je pense là. Par le biais de distributeurs également? Oui, alors Locaux? là, pour la petite histoire, c'est le directeur d'un gros distributeur italien qui a goûté les mémés, dans une boulangerie en Corse Ah! et qui est retourné à la boulangerie tous les matins. Il m'a dit: «Mais moi, j'ai passé mes vacances à boire des mémés parce qu'en fait, c'était devenu mon rituel du matin. Je voyais tous ces jeunes qui venaient consommer leurs mémés. Il me dit: "J'ai adoré, ma famille a adoré, je veux vous distribuer en Italie"» et Ah il m'a envoyé un super. mail pendant les vacances. C'est qui? C'est Hop, Conad ou Coop? Enfin une de ces grandes enseignes italiennes? non, pas du tout, parce qu'on est vraiment sur un grossiste très santé bien-être. Ah très bien. Mmh. Et qui du coup, on a fait des visios, on a travaillé, j'ai envoyé des produits, on a travaillé sur une offre, on a travaillé sur le circuit. Enfin, ça fait, 2 mois qu'on travaille ardemment sur le sujet et lui et son équipe, ils sont emballés. Voilà. Donc tu vois, avec nous, ça se fait, aussi très naturellement comme nos thés froids. Ouais, super. Je reviens juste un peu à la genèse du projet et même encore avant, sur ton aventure entrepreneuriale. Tu n'en es pas à ton coup d'essai puisque avant de créer la marque, tu avais déjà créé, tu l'as dit, hein, une activité dans l'événementiel qui était une agence, c'est ça? Oui, alors moi je ne sais qu'être entrepreneur, j'aime monter des concepts, les développer, Et heu, pourquoi? les marketer. Heu, je pense que je suis d'un univers d'entrepreneurs, c'est-à-dire que tous mes 4 grands-parents, mes parents, toute ma famille sont des entrepreneurs, donc j'ai cette Ah! culture, OK. voilà. Dans des secteurs, variés ou dans un Ouais, univers particulier? totalement différent, mais alors après c'est très rigolo parce que, mon grand-père et ma grand-mère paternelle ont monté une entreprise dans le meuble, dans OK, lequel mon père et mon frère sont encore et OK. l'autre jour je disais à mon père, «Toi tu travailles le bois et moi je récolte la sève». Oui, il y a une forme de filiation quelque part. Voilà et c'est un In hommage à mes inconsciente grands-parents. peut-être, je sais pas? Ah ouais, oui, certainement et en même temps, j'adore cette histoire, voilà. Oui. Donc je pense qu'il y a cette culture. J'aime beaucoup monter les choses. Moi, je suis un peu une intuitive et une fonceuse, donc je fais et puis je suis de cette culture un peu américaine, il y a pas d'échec dans la vie, tout est expérience et j'ai toujours dit que je voulais me retourner dans 10 ans, tous les 10 ans et en étant fière de la décennie que je venais de passer. Donc je monte des boîtes tous les 10 ans que je revends après et c'est surtout je me fais vraiment plaisir et j'amène, moi je suis quelqu'un qui a de la confiance et qui aime la nouveauté. Donc ça me dérange pas, bien au contraire, de lancer des nouveaux concepts, d'innover, que ce soit dans l'événementiel ou autre. Donc voilà et puis après quand j'ai, revendu l'activité en événementiel et marketing opérationnel, mon rêve, c'était de faire Sciences Po à Paris. Donc j'ai fait un master en sociologie, des organisations et en analyse du changement en entreprise. D'accord, en formation continue, Ouais, d'adulte? je Oui? suis retournée en alternance à 35 ans, j'étais chez Air France.
Ah oui. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que j'ai fait évidemment tout un mémoire et une thèse. Et donc moi, j'ai fait un mémoire et ma thèse, c'était la sociologie de l'entrepreneuriat. Mmh. Parce qu'en fait, il y a très peu de choses sur l'entrepreneuriat et Oui. j'ai fait toute une analyse sociologique sur qu'est-ce qui fait qu'en France, on monte des entreprises et il y a aussi beaucoup de gens qui montent qui veulent en monter mais qui en montent pas. Donc pourquoi ceux qui créent des entreprises vont jusqu'au bout du chemin? Et alors Et c'est en fait, quoi les 3 grandes raisons? bah, c'est la confiance, c'est la croyance, en fait. C'est une croyance telle dans son produit ou dans son service qu'on passe toutes les étapes, de la peur, du stress, de l'incapacité de faire le produit. Voilà. Alors effectivement, il faut une sorte de déraisonnabilité et qu'une innovation aussi, n'est pas un produit tout nouveau, répond souvent à une amélioration d'un produit, déjà connu. Mmh. Est-ce Et donc, est-ce que la culture française ou la sociologie française fait qu'on est des plus entreprenants ou au contraire moins entreprenants que d'autres pays, comme les Américains qui sont souvent cités comme exemple? alors en fait, ça dépend des régions françaises. Tu vois, par exemple, la Vendée est un vrai terreau d'entrepreneurs. Ah oui, Mmh. et pourquoi? C'est historique, c'est C'est culturel? historique, ça a toujours été. Voilà, mais c'est très intéressant, ça dépend vraiment des régions. Alors c'est vrai Et qu'on a quelques très belles boîtes agroalimentaires pour, rester dans le mmh, secteur en Vendée, hein. mmh, Des Fleury-Michon, des Sodebo, sont tous, en Vendée. exactement et c'est des entreprises qui existent depuis des décennies, tu vois? Oui, Qui sont reprises, c'est des entreprises très familiales aussi. ouais. Mais tu vois, j'aurais pas cité cette région-là comme premier berceau de l'entrepreneuriat en France, Mmh, intuitivement. ouais, mais pourtant ça l'est, vraiment, et à tout niveau, tout type, de voilà, donc voilà et après moi ce qui m'a intéressée, c'est que dans ce master, j'ai vite compris que j'étais entrepreneur dans l'âme et que je ne savais pas faire autre chose, que mon identité sociale était d'être entrepreneur. Heu et donc mes copains, faisant un peu le forcing pour que je lance mes boissons, et bien pendant Sciences Po, c'est là où j'ai créé mon concept et ce qui est rigolo, c'est que, j'ai fini mon master, en présentant ma soutenance et en fait, en parallèle, je faisais tout le lancement, en fait, la genèse de Mémé et lorsque j'ai passé ma soutenance, je leur ai fait déguster les boissons Ah, donc c'était très concret, très appliqué. et c'est là où ils m'ont dit: le rapport à la temporalité d'un sociologue et d'un entrepreneur est à l'opposé. Un C'est clair. sociologue met des années à sortir un livrable. Vous, en 1 an, et vous venez avec votre livrable qui sont déjà les boissons avec le packaging, voilà, donc c'était très, très intéressant. Ah bah, super. Alors du coup, si je calcule bien, tu as créé en 2018, donc ça veut dire que dans 4 ans, tu revends? On verra. D'accord. C'est en tout cas, comment tu vois la mémé dans 5 à 10 ans? Tu sais pas? Avec, avec des très beaux produits. J'ai vraiment envie de travailler sur, voilà, une nouvelle gamme de produits. En plus, là, on a un produit là qui va sortir en 2025 qui me plaît beaucoup, heu, qui est mémé antioxydante avec, des fruits rouges, voilà, la sève d'érable, qui est franchement un délice. Je suis bluffée sur ce qu'on a réussi à faire, en gardant, notre cahier des charges. Mmh. Certes strict, mais tout est possible. Et en arrivant à un prix de revient aussi, parce qu'il est là aussi. On peut faire des très beaux produits, mais il faut aussi qu'on garde, un Abordable. prix consommateur final, important, Mmh. qui soit légitime et qui soit au même niveau. Donc non, non, moi je la vois surtout dans plusieurs pays. Ça m'intéresserait avec une gamme, plusieurs pays et ce que j'ai envie, c'est qu'on gagne en notoriété aujourd'hui, qu'on soit Oui. reconnu. Je sais qu'on a une clientèle très fidèle, mais voilà, notre objectif, voilà, c'est d'être reconnu comme une boisson alternative. J'ai Mmh. pas de concurrent, j'ai vraiment un positionnement différenciant Mmh. Les et leviers qui pour, répondrait à une demande d'aujourd'hui qui est évidente. oui. Les leviers pour activer la notoriété aujourd'hui, c'est quoi? Le digital, les réseaux sociaux? Bah oui, mais les réseaux sociaux, on prend beaucoup de temps et je suis pas sûre que c'est voilà. Justement, c'est aussi pour ça que j'ai créé une nouvelle équipe, marketing. Donc j'ai envie de te dire que, beh, on verra en 2025 si les leviers ont marché ou pas. Mmh. D'accord. Par contre, ce qui est On va sympa, regarder c'est ça. que j'ai beaucoup de retours. On nous dit, qu'on nous voit partout, qu'on nous voit beaucoup. Donc on est très, très bien distribués et ça, c'est la base. C'est-à-dire Oui. que tu peux gagner en notoriété une fois que tu es distribué. Mmh.
Bien sûr. Et la distribution sert aussi à ta visibilité parce que voilà, il y a plein de consommateurs qui passent devant tes produits probablement quotidiennement. Et comme on revient à notre packaging qui est très différenciant, C'est ton avec premier un outil de communication. exactement. Nous, on dit tout le temps que, enfin, en études de marketing, qu'il faut être en contact 13 fois avec le nom d'une marque pour la retenir. Mmh. Mémé, tu as pas besoin d'attendre 13 fois. Mmh. Première La fois, le nom les gens plus le retiennent. design fait que ça marque. Mais ça, c'est tout mon travail, ça, c'est mes compétences, de base. Bien sûr. Bah, super, c'est très bien exécuté. J'ai une dernière question pour toi, Caroline, c'est la question signature du podcast. Si je te dis: «Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait», qu'est-ce que toi tu as réalisé d'impossible Ouf, ces j'ai fait 15 tellement dernières années? mais moi, j'adore ça. C'est-à-dire que si tu me dis que c'est pas possible, je vais y foncer et je vais te prouver par A plus B que c'est possible. OK. Déjà, je veux dire, ces boissons, il y en a plein qui ont dû se dire: «Mais dans quoi elles se lancent?» Et je les comprends. C'est voilà, tu sais, je suis partie j'avais quel âge? J'avais 21 ans. Dis-toi qu'il y avait pas les téléphones portables qui existaient, internet, c'était un peu tout nouveau, je suis partie faire, le tour du enfin, je suis partie en Amérique du Sud, moi, pendant 8 mois, en sac à dos toute seule, tu vois? Oui, Donc c'était un autre univers, c'était une autre période. Donc 8 mois en Amérique du Sud seule, sans internet, sans les réseaux sociaux, sans le téléphone portable, c'est pas la même histoire qu'aujourd'hui. Et ça, j'ai adoré. C'est ce qui m'a donné aussi, l'envie de voyager en sac à dos. J'ai emmené mon petit frère, pareil, faire le tour du monde alors qu'il avait, on a 12 ans d'écart. Tu vois? C'est des choses comme ça. Et puis je crois aussi que m'aimer, c'était un sacré défi, un sacré challenge. Et les prochains défis, Heu, je les ai encore en tête et tu peux pas t'imaginer comme ça m'anime. Voilà. ah c'est tu as Maintenant, déjà le coup d'après, ah oui, il y a des choses dont dans le je rêve. viseur. Ouais, ouais, que je ferai. Après, tu sais, je vais te dire quelque chose qui répond aussi à cette question et là, c'est plutôt le côté, femme entrepreneur. C'est que moi, j'ai une petite fille qui a 6 ans et demi. Ça veut dire que quand j'ai créé Mémé, je Ah suis oui, tombée enceinte à ce moment-là. ah oui. Et en fait, ce que je veux dire comme quoi rien n'est impossible, c'est que moi, j'ai eu un bébé en même temps que de lancer une marque qui était déjà pas facile. Donc tu vois, rien n'est impossible. On peut aussi associer être, une maman avec un bébé, tu vois, en couple et aussi monter une entreprise. Alors, il est évident que, quand Ça demande on de l'organisation. exactement et moi j'ai dit à mon conjoint: «OK pour le bébé, mais il va falloir que tu m'aides pour m'aimer». Donc tu vois, rien n'est impossible et on peut tout faire. Il faut juste s'organiser et puis aussi être aussi conscient qu'on ne peut pas être parfait dans tout, mais qu'on avance et que c'est génial l'exemple qu'on montre aussi. Bah, super, c'est un très, très beau mot de la fin qui donne beaucoup d'espoir. Merci beaucoup pour cet échange Caroline, c'était top. Je pense qu'on a beaucoup appris sur, bah, le marché des boissons, la distribution, comment on innove, dans un marché qui, comme tu l'évoquais, est sursaturé et surdominé par des très, très grandes marques avec des énormes moyens et pour autant, tu as réussi à percer dans ce marché-là et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Mémé. Et puis merci bah, d'avoir partagé cette expérience entrepreneuriale avec tous nos auditeurs qui s'intéressent à l'entrepreneuriat au service de la nutrition et de l'alimentation. C'était vraiment passionnant. Merci à toi Caroline. Merci beaucoup Grégory, c'était un plaisir partagé. Bon bah super, merci beaucoup et puis merci à tous nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent et n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à partager cet épisode et tous les autres à vos collègues, à vos amis, à votre famille pour que on ait de plus en plus d'audience sur Culture Nutrition, le podcast. Je vous souhaite Et à tous n'oubliez pas, secouez votre mémé. oui et donc retrouvez les produits Mémé dans tous les bons Monoprix, Franprix autour de chez vous, voilà. Exactement. Et sur le site, tu peux nous donner on mettra le lien, mais nous donner l'URL du site. C'est boisson au pluriel, le petit tiret du 6, mémé, meme.com. Voilà, parfait. Bon, bah, je pense que cet épisode va secouer nos auditeurs et va leur donner plein de bonnes idées. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Merci.